Bonjour à toutes et tous. Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir. On va démarrer dans 10 petites secondes. Merci. Donc bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là avec vous ce matin pour animer ce regard croisé qui va questionner la place du numérique face aux impératifs écologiques. Nous allons passer à peu près 1 heure ensemble, du coup, à cause du retard que nous avons pris, mais nous aurons le plaisir d'écouter et d'échanger avec 4 intervenants, dont un 4e en visio. La table ronde n'est pas celle qui avait été annoncée sur la programmation. Malheureusement, Salwa Ludivine Abdouni Boursier n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Nous avons donc essayé de la remplacer au plus vite. Alors, à mon grand regret, le panel n'est absolument plus paritaire, mais avec toutes nos sollicitations d'urgence hier, ce sont 2 hommes qui ont pu la remplacer. Et donc, avec moi ce matin, 4 personnes. Fanny Verax, qui est philosophe et économiste, qui est à la fois enseignante et consultante sur la place des technologies dans l'anthropocène et sur l'éthique de l'ingénieur. Ensuite, nous avons Pierre Paco, qui est le cofondateur de Télécoop, une société coopérative d'intérêt collectif qui propose des abonnements mobiles limités pour pouvoir favoriser la sobriété numérique. Ensuite, nous aurons, alors on ne le voit pas encore à l'écran, donc je vais peut-être... Si. Ensuite, nous aurons à l'écran Paul Michalet, qui est un développeur en cours de spécialisation sur la sobriété numérique et la redirection écologique. Et enfin, nous accueillons Richard Hanna, qui est un ex-développeur en mission Green Tech à la direction interministérielle du numérique, mais aussi le créateur du podcast Técologie, qui explore les liens entre les enjeux technologiques et écologiques. Voilà pour cette table ronde. Quelques mots d'introduction sur le sujet avant de commencer. Déjà, pourquoi cette table ronde? Alors, pour rappel, le numérique aujourd'hui, c'est une empreinte écologique qui est 3 fois plus importante que celle d'un pays comme la France ou comme le Royaume-Uni. Si le monde numérique aujourd'hui était un pays, il serait le 3e derrière la Chine et les États-Unis en termes d'empreinte écologique. Le numérique, c'est aussi 57 millions de tonnes de déchets par an, selon la Waste Electric and Electronic Equipment, soit un poids qui est plus gros que la muraille de Chine. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit plus important que le secteur de l'aviation. Et enfin, il représente 10% de la consommation mondiale d'électricité et les estimations prévoit une consommation de 20% d'ici 2025 déjà. Ces chiffres, malheureusement, affichent une croissance vertigineuse, malgré l'insoutenabilité que ça représente. Et pourtant, la vision d'un futur entièrement connecté et entièrement numérisé reste omniprésente dans les orientations politiques et dans les orientations économiques. Et l'imaginaire d'un futur complètement numérisé est aussi très présent dans les discours et les publicités, où nous sommes peuplés de 5G, de voitures autonomes, d'IA ou encore de blockchain. Alors la question que l'on va se poser aujourd'hui, à laquelle on va tenter de répondre avec nos intervenants, comment peut-on freiner cette surenchère du numérique afin de réaligner le numérique face aux contraintes physiques de la planète, et comment les territoires peuvent limiter et se réapproprier le développement du numérique? Alors pour commencer tout simplement et de façon très brève, j'aimerais demander à mes 4 intervenants quel est, chacun votre tour, votre diagnostic un peu personnel de justement cette situation du numérique et de l'environnement, et nous dire en 2 mots quel est le combat que vous avez décidé de mener justement pour pouvoir défendre ces sujets-là. Je vais donner la parole à Paul. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, ouais? Ouais, très bien. Alors, ok, alors moi je m'appelle... Pardon, oui. J'allais dire que tu ne pourras peut-être pas rester tout au long avec nous, donc c'est pour ça que je te donne la parole en premier. Et donc si jamais à un moment il s'en va, ne vous inquiétez pas. Ça devrait aller quand même, merci. Donc ouais, je m'appelle Paul Michalet, alors j'ai commencé à faire une formation en design au début des années 2000, enfin multimédia en IUT, puis après une fac de design.
J'ai travaillé comme développeur à peu près 10-12 ans, spécialisé en Drupal. Enfin, c'est des échelles de projets de sites internet qui sont, on va dire, moyennes. J'ai décidé de mettre un petit peu en pause cette activité pour me reconcentrer sur les enjeux qui me semblaient avoir un sens. Comment faire pour aligner ma pratique avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, pour faire très bref. Ok. Fanny, ensuite, qu'est-ce qui vous a amené sur ces questions de numérique et d'environnement et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir le défendre? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis philosophe de la technique et philosophe de l'environnement. Donc, forcément, à un moment, je me suis intéressé au numérique. Je ne considère pas que ce soit mon domaine d'expertise principal, mais c'est en étudiant les technologies émergentes. Donc, alors, bon, à un moment, j'ai travaillé sur les SIG, les systèmes d'information géographique, par exemple, sur les nanotechnologies. Voilà, ce sont des sujets comme ça qui m'ont amené à m'intéresser au numérique. Et peut-être une chose que je voudrais dire ou rappeler, c'est quand on parle des impacts environnementaux du numérique, on le dit souvent comme ça, les impacts environnementaux du numérique. Et moi, il me semble qu'il y a peut-être un lien qui est à la fois évident, je pense que c'est pour ça qu'on ne le dit pas, mais essentiel, c'est qu'en fait, c'est l'image. C'est le monopole de l'image dans nos usages du numérique qui explique ces impacts. Si on avait aujourd'hui 95% des impacts environnementaux du numérique, c'est parce qu'on a ce rapport à l'image, que ce soit la vidéo en ligne, que ce soit le jeu vidéo en ligne, que ce soit les photos sur les réseaux sociaux. On aurait pu collectivement choisir d'avoir un numérique beaucoup plus textuel, d'accord? Donc c'est vraiment parce qu'on a cette rupture anthropologique, le ministre parlait de révolution anthropologique avec le numérique, c'est parce qu'on a collectivement, en quelques années, en quelques décennies, on a évolué d'un monde majoritairement textuel à un monde majoritairement de l'image, et c'est parce qu'il y a autant d'images dans le numérique que nous avons ces impacts environnementaux très conséquents. On aurait pu avoir un autre numérique. Ensuite, Pierre. Alors, la question, c'est la conviction de départ. C'est ça, hein. Ouais, en gros, quelle est... Et du coup, je pense que le point de départ personnel et de Télécope, c'était la conviction que la transition écologique ne pouvait pas se faire sans, en même temps, une transition démocratique au sein des entreprises, au sein d'un acteur privé. J'ai été engagé dans des causes associatives, donc la cause écologique est très bien portée, je trouve, au niveau des associations. Mais pour avoir un pouvoir transformatif dans la société, c'est important qu'il y ait également des acteurs privés qui portent de façon plus profonde que simplement à travers un rapport RSE, la cause écologique et la cause de transformation sociale associée à celle-ci. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé Télécope comme coopérative citoyenne d'intérêt collectif qui regroupe des parties prenantes qui d'habitude ne travaillent pas ensemble pour fournir un service télécom. Et enfin, Richard. Mon déclic, ça a été, bonjour à toutes et tous, mon déclic, ça a été en 2018, suite au rapport du GIEC, à la démission de Nicolas Hulot. J'ai pris une belle baffe écologique, on va dire, et donc le rapport du Shift Project pour la sobriété numérique, où on avait effectivement ces chiffres en termes de gaz à effet de serre, en termes de consommation de matière, et le fait que ce sujet-là, enfin le numérique était insoutenable. Enfin, je me posais des questions en tant que développeur, quel est l'impact de mes applications, quelle est la consommation électrique à l'époque. Bon, j'ai pas mal changé d'avis à ce sujet. Et aujourd'hui, du coup, tu le disais, donc, dans la foulée, j'ai proposé mon aide pour contribuer bénévolement au Shift Project en tant que développeur. Souvent en tant qu'ingénieur, développeur, voilà, on pense tout de suite à des solutions, à développer des outils, et c'est ce qui s'est passé avec le Shift Project. Notamment en développant une extension de navigateur qui s'appelle Carbonalizer dans la foulée aussi la création du podcast Técologie pour aller à la rencontre de personnes qui étaient déjà dans ce sujet numérique et environnement, essayer de comprendre la complexité de ce sujet en fait. Et aujourd'hui je l'ai toujours pas, enfin je l'ai un peu effleuré au fil de 56 épisodes, mais et grâce à mon travail au quotidien, puisque maintenant ça fait 1 an donc, que je travaille à la DINUM,
dans une mission qui est copilotée aussi par le ministère de la Transition écologique. Et aujourd'hui, mon combat, c'est que l'État, que le service public soit exemplaire. Donc on est en train de produire à la fois des référentiels, des outils, des méthodos et aussi un plan d'action sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique des services publics. D'accord. Et la question que j'aimerais vous poser à tous les quatre, pourquoi, à votre avis, sommes-nous aussi déconnectés finalement des réalités physiques du numérique? Comment se fait-il qu'avec les nombreuses alertes que l'on a dans de nombreux secteurs, l'empreinte écologique du numérique soit passée un petit peu entre les mailles du filet? Et à votre avis, comment on pourrait lutter justement contre cette invisibilisation de la matérialité, en fait, de la réalité physique du numérique? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole? Ah, Paul. Ouais. Alors moi je pense qu'une explication serait que le progrès dans le numérique, du point de vue du développement, se paye par toujours plus d'opacité. Et c'est aussi lié au logiciel libre, en fait, à l'open source, puisqu'on utilise des bibliothèques de code et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. En fait, la manière dont on conçoit les applications au niveau software aujourd'hui, d'une part, elle ne remet jamais en question les usages, ou rarement. Donc on accompagne en fait une croissance finalement. Et on a tendance à se poser des questions de l'ordre de qu'est-ce que cette bibliothèque de code fait, comment je peux l'utiliser, comment je l'intègre dans ce qui est déjà en cours de réalisation, quoi. Et donc là, je viens de suivre un master pendant un an, le MSc Stratégie et Design pour l'Anthropocène, où justement, on essaye de remettre un petit peu en question, en prenant du recul, justement en allant jusqu'à remettre en cause en disant oui, effectivement, on a besoin du numérique, on en hérite. Comment est-ce que je fais en même temps pour reconnaître que numériser tel ou tel service n'est pas forcément la meilleure option? Voilà en quelques mots. Je peux bien compléter et je vais être très direct, c'est qu'on ne peut pas connaître ce qu'on ne mesure pas. Et le numérique, la révolution numérique est jeune, on en a parlé lors des introductions ce matin. Et en fait, très longtemps, on n'a pas du tout compté ce qui se passait derrière, ce qu'il y avait derrière la machine, en termes de consommation énergétique notamment, parce que c'est une grosse partie de l'impact aujourd'hui environnemental. Et c'est la consommation énergétique de l'ensemble des systèmes qui constituent le numérique. Et puis, il y a quand même une matérialité, c'est tous nos appareils, nos smartphones, nos box à la maison, les ordinateurs qu'on utilise et qu'on renouvelle très régulièrement. Et la conscientisation de ce qui se passe ailleurs pour fabriquer, la limitation de la ressource dans les mines, et tous ces gens, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on commence à voir émerger des documentaires très riches sur les mines, par exemple en République démocratique du Congo, où on voit l'exploitation de mineurs, des choses de ce type-là, où on prend conscience finalement de ce qu'il y a derrière ces appareils-là. Donc tant qu'on n'avait pas la capacité de mesurer et de comprendre ce qui se passe réellement derrière, c'était difficile d'en parler. Et la première étape, ce qui est en train de se libérer aujourd'hui, déjà, c'est la parole, autour de premiers éléments de mesure. Je cite un exemple qui nous concerne dans le domaine des télécoms, mais il y en a plein d'autres. C'est la loi AGEC qui va obliger les opérateurs télécoms à partir du 1er janvier 2022 à publier un chiffre sur l'impact carbone associé aux usages, notamment dans la téléphonie mobile. Voilà, c'est un premier pas, mesurer. Et ensuite, une fois qu'on mesure, on peut se comparer, comprendre d'où ça vient, décortiquer ça et progresser en tant que société sur la façon dont on consomme une ressource limitée. Pour nous, le numérique est une ressource limitée au même titre que l'eau, que les terres agricoles, que la forêt. Pendant longtemps, on a consommé la terre agricole, on a consommé la forêt, on a consommé l'eau sans vraiment faire plus attention que ça. Au fil du temps, et heureusement, on s'est mis à dire, non, je vais prendre des exemples basiques, mais on va couper l'eau quand on se brosse les dents. Aujourd'hui, je vous invite à chacun à vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je coupe par rapport au numérique? Ou est-ce que pour moi, le numérique, c'est un flux continu infini? Quelle est la différence
réel, parce que derrière, il y a évidemment de la matière, de la ressource, et toutes ces ressources-là sont bien évidemment limitées. On n'a qu'une seule planète. Oui, je suis complètement d'accord avec Pierre. Pour rebondir, effectivement, la première difficulté, c'est on manque d'informations robustes, on manque d'informations précises. À titre d'exemple, à un moment, j'ai voulu chercher l'impact environnemental du streaming selon les sources. Donc, je suis allé sur différents journaux, différents sites, etc. Selon les sources, pour un usage qui équivaut à 1 heure de streaming par jour pendant 1 an, j'ai trouvé, selon les sites et les sources d'information, l'équivalent GES de soit 4 tonnes par an, soit 2 tonnes par an, soit 1 tonne par an. Donc ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est une première chose, c'est d'arriver à quantifier. Et peut-être une deuxième difficulté, c'est que l'équivalent GES, et donc effectivement à partir du 1er janvier 2022, comme tu l'as dit, normalement tous les opérateurs doivent l'indiquer sur la facture. L'indicateur de l'équivalent GES, bien sûr il est utile, bien sûr il est pertinent, il n'est pas suffisant. Effectivement, dès qu'on parle d'impact minier, d'impact environnementaux et humains de l'extractivisme, l'équivalent GES, il est largement insuffisant. J'en profite pour faire un tout petit peu de pub pour une association dont j'ai été présidente il y a quelques années, qui continue ses activités avec beaucoup de fougue, qui s'appelle Systext, pour Système Extractif. C'est une émanation de l'ONG ISF, Ingénieurs sans frontières. Et par exemple, Systext a mené une action qui s'appelle, je crois que c'est 60 métaux dans mon smartphone, ou les métaux dans mon smartphone, et qui revient pour chaque métal dans le smartphone, pas simplement sur l'équivalent GES, mais vraiment sur les conditions d'extraction, sur les impacts environnementaux au-delà des émissions de gaz à effet de serre, les pollutions des eaux, les pollutions des sols, etc. Et ça, ce sont des choses évidemment qui sont difficiles à quantifier, à mesurer et surtout à comparer. Et je voudrais finir en disant une dernière chose, c'est que bien sûr, c'est essentiel de mesurer et de rendre visibles ces impacts environnementaux, mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Si je fais une comparaison avec le secteur des transports, je pense que c'est probablement le secteur dans lequel les impacts environnementaux sont les plus visibles, sont les plus perceptibles. On a une pollution atmosphérique qui est immédiate, qui est évidente. Néanmoins, on sait très bien mesurer, on le voit, on le sent, et chaque année, on fait pire. Donc, mesurer les impacts du numérique, bien sûr, c'est important, mais ça ne sera pas suffisant. Vous avez tout dit. Je voudrais juste rajouter un peu de sémantique. C'est qu'aujourd'hui, dans le numérique, on parle de dématérialisation, alors qu'on n'a jamais autant on dépend vraiment de la matérialité. Donc, comme tu disais, de matières premières extraites avec des 40 000 enfants selon Amnesty International au Congo, etc. Le cloud, l'informatique en nuage, voilà, c'est de la vapeur d'eau. Il n'y a pas de matière alors que ça repose sur des data centers énormes qui consomment énormément d'eau, énormément d'électricité. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui contribue à l'invisibilité, je ne vais pas pouvoir le dire, mais l'invisibilité peut-être de l'empreinte du numérique. Et sur l'aspect mesure, peut-être noter aussi quand même qu'en France, on est peut-être un peu en avance sur le sujet. Donc il y a notamment les résultats du projet de recherche NEGA-Octet qui a été financé par l'ADEME, qui vont bientôt arriver, qui va pouvoir mettre des chiffres concrets sur ce sujet. Il y a plein de projets de recherche aussi, notamment sur l'évaluation du streaming, même Netflix a annoncé des choses. Voilà. Ça permettra aussi d'alimenter, donc le projet ADEME, d'alimenter justement ce que tu disais sur l'article de loi AGEC sur l'équivalent CO2 sur les factures des abonnés. Après, j'ai un doute, est-ce que vous regardez vos factures Internet ? Moi non. Peut-être que si vous passez par Télécom, vous recevrez effectivement des SMS à chaque fois que vous dépassez votre quota, donc ça c'est intéressant. Merci beaucoup. Une autre question, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la sobriété numérique, quand on en parle et qu'on essaye plus ou moins de la mettre en place, elle reste plus ou moins principalement cantonnée à des mesures d'efficacité énergétique ou d'éco-conception, ce qui ne nous permet pas vraiment, j'ai l'impression en tout cas à l'heure actuelle, de changer de paradigme ou en tout cas de changer la trajectoire du numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Et du coup, et en fonction de votre réponse, je pense que je la connais, comment on peut véritablement avoir une approche redirectionniste, et là peut-être que je t'interroge plus toi Paul, mais en tout cas comment on peut véritablement changer notre approche et notre paradigme dans notre façon de construire et de développer le numérique ? Ouais, alors je peux peut-être commencer. Alors effectivement, pour moi,
J'ai une posture un petit peu qui peut paraître radicale et provocatrice, mais de mon point de vue, qu'est-ce qu'un développeur peut faire pour la situation dans laquelle on se trouve avec l'Anthropocène? Un développeur, il peut difficilement faire autre chose que du greenwashing. L'éco-conception consiste effectivement à rester sur le paradigme de l'optimisation, et à cause de l'effet rebond, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne en optimisant finalement se paye par une intensification du service. Et puis aucun autre secteur ne croît de 8% par an comme le numérique. Donc, alors comment on fait? Alors évidemment, il faut prendre du recul. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, de toute façon, un développeur, en général, il est en bout de chaîne, donc il n'a pas trop son mot à dire en fait sur ce qui est fait, au sein de l'entreprise, en tout cas de manière classique. Moi, je pense que Nicolas Nova, notamment, a une approche un peu originale. Il dit, mais en fait, on devrait plutôt s'interroger sur les imaginaires, et le reste va suivre après. C'est-à-dire, on peut réfléchir aux manières dont on hérite de toute cette infrastructure, cette technosphère, et on peut, par exemple, imaginer des futurs où le numérique serait comme positionné sur deux axes. Il appelle ça numérique disparate, mais il y aurait le degré d'incorporation, d'hybridation avec du hardware ancien, de manière à prolonger la durée de vie, et le degré finalement de formalisation industrielle. Donc on n'est pas obligé d'imaginer toujours ce retour à la bougie, les Amish, les Luddites. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se démarquer des postures qui seraient de revenir de fuite, en fait, d'aller élever des chèvres, C'est vrai j'en parle à moitié en rigolant, parce que c'est quelque chose qui traverse la tête de pas mal de développeurs, quoi. Et en fait, en réponse à ça, je pense qu'il faut perdre cette posture qui vient quand même de l'imaginaire ingénieur aussi, de l'expertise qui serait un petit peu verticalement. On arrive dans une situation en tant qu'expert, on va étaler la science, là. Et en fait, les personnes directement concernées, localement, n'ont pas trop leur mot à dire. En fait, je pense qu'il faut abandonner cette approche. Et il faut co-enquêter. En fait, il faut hériter. On hérite aussi d'un savoir dans la sociologie pragmatiste, qui consiste, en fait, en pratiquant une forme d'enquête, on doit apprendre, surtout quand on est ingénieur, développeur, à mettre un petit peu de côté son expertise pour apprendre à écouter. Et je pense que ça fait partie d'un grand chantier. Il faut réapprendre à travailler différemment. Voilà, on ne peut pas continuer. Enfin, c'est un peu compliqué comme réponse, mais peut-être que d'autres personnes vont réagir sur ce que je viens de dire. Mais je pourrais développer un peu plus cet aspect en parlant de commun négatif, notamment un peu plus tard. C'est-à-dire... Oui, j'ai prévu qu'on en reparle juste après. Je vais garder ça pour plus tard. Tu peux le garder pour après. Est-ce que l'un de vous souhaite compléter la réponse? Oui. Comment on peut repenser notre approche du numérique, du développement numérique, et peut-être plus largement des technologies? Je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit, mais sur l'éco-conception, parce que justement, l'éco-conception, c'est pas le sujet seul des développeurs, en fait. Faut que ça soit un sujet qui implique l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de l'organisation, et aussi l'éco-conception amène à se questionner sur le modèle d'affaires, si c'est pour une entreprise, sur le service qu'on apporte, si c'est un service public. Donc on n'est jamais très loin des questions d'accessibilité. Nous, donc on a sorti un référentiel d'éco-conception de services numériques hier, avec l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, l'ADINUM et l'Institut du numérique responsable qui est représenté aujourd'hui dans la salle. Ce qui est important, c'est de questionner un petit peu ce qu'on conçoit comme outil et la finalité. Et puis tu parlais des éco-gestes, etc. Au-delà de l'éco-conception, nous, notre combat au sein de notre mission, au sein de l'État, c'est d'aller au-delà des éco-gestes individuels. C'est largement insuffisant. Et vraiment, notre combat, c'est d'impliquer les décideurs. Je mets au masculin parce que souvent, c'est des hommes blancs. Des décideurs à vraiment mettre en place
cette démarche numérique éco-responsable, cette démarche de numérique soutenable au sein de l'organisation, sur tout le périmètre de l'organisation, et ne pas juste faire de la sensibilisation, des éco-gestes individuels. Je ne sais pas si on aura le temps de développer justement quelles sont les actions, peut-être qu'on en reparlera. Moi, je veux bien rebondir sur l'imaginaire parce que ça nous tient beaucoup à cœur. On est arrivé dans un secteur, le secteur des télécoms, où depuis la privatisation, il y a à peu près 40 ans, un peu plus, on nous a bercés collectivement dans un imaginaire où un téléphone, ça se change tous les ans. Pour 1 euro, on change de téléphone. L'Internet, c'est illimité. On a la box à la maison, il n'y a pas besoin de compter tout ça. C'est ça aussi la forme de l'imaginaire collectif qui aujourd'hui est associé au numérique. Et c'est important d'essayer de co-construire une vision positive différente. Est-ce que ça va changer drastiquement et nous rendre des amiches, je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça tout à l'heure, de mesurer notre usage et finalement de se concentrer sur une ressource partagée, sur les usages qui sont les plus essentiels à tous. La santé connectée, ça a été mentionné ce matin. Là, on peut se dire, oui, si un jour on en arrivait à devoir faire des choix, ressources limitées égale choix, je suis désolé, est-ce qu'il faudrait prioriser la santé, comme on vient de le faire depuis 2 ans, on a quand même un peu priorisé la santé de tous par rapport à d'autres modèles économiques où on aurait pu dire non, on continue, on ouvre les flux, et puis tant pis, ceux qui sont malades, ils sont malades, mais par contre, le PIB, il va continuer à grandir. Donc, c'est vraiment, ça, c'est l'imaginaire. Et Télécope, c'est un tout petit bout de cet imaginaire-là, de dire, en fait, c'est possible, ça existe, il peut y avoir une entreprise portée par des citoyens. Et aussi maintenant, on est rejoint par des entreprises et des associations, puisqu'on est ouvert en termes de gouvernance, qui commencent à dire, mais en fait, ils ne sont pas si fous. Parce que les premières fois, on a parlé de ce projet d'offre mobile, on a commencé par le mobile, mais demain, on veut faire évidemment tout le pan des télécommunications. On nous a un peu pris pour des fous quand même. On nous dit, mais ça rentre pas dans les cases. Ce que vous allez proposer, c'est pas... On ne comprend pas, c'est pas ça l'imaginaire collectif qui existe depuis 40 ans. Et en fait, par petits bouts, on démontre qu'il y a d'autres modèles. Et le modèle, ce n'est pas seulement un modèle de consommation, c'est aussi un modèle économique derrière, c'est un modèle de partage, de redistribution de la valeur et de co-construction. Et c'est pour ça qu'être ici aujourd'hui à Numérique en commun, c'est une fierté aussi, pour repartager des choses qu'on a apprises de façon assez humble, mais que, je pense, peuvent être valables dans des tas d'autres domaines qui sont, on va dire, aujourd'hui trustés par un modèle dominant, mais une alternative en termes d'offres, c'est important aussi. Parce que ça contribue à mettre la puce à l'oreille que, mais en fait, il y a d'autres façons de voir les choses peut-être, il y a d'autres façons de consommer le numérique, et finalement, je le vis bien. En tout cas, c'est le témoignage qu'on continue de recevoir tous les jours de nos presque 3000 abonnés aujourd'hui. Voilà, c'est un autre témoignage sur ce sujet-là. Merci Fanny. Quelque chose pour conclure, par rapport à tout ce qui a été dit, oui, vas-y. Oui, alors pour rebondir sur cette question des imaginaires, je voudrais convoquer un penseur contestataire des années 70 que j'affectionne tout particulièrement, Ivan Illich. Depuis que Cédric O a cité Gilbert Simondon, la porte est ouverte. Et Illich a ce concept que je trouve très, très utile pour penser notre modernité, qui est le concept de monopole radical. Le monopole, tout le monde sait ce que c'est quand une entreprise a un monopole économique sur un produit. Vous voulez une boisson gazeuse, eh bien, il y en a une qui s'impose. Maintenant, le monopole radical, c'est quand à un besoin correspond un type de produit, correspond une marque. Donc Illich prend l'exemple de la mobilité en disant, dans les États-Unis des années 60-70, j'ai un besoin de mobilité, ça c'est mon besoin, et la seule chose vraiment que me propose la société, c'est la voiture, c'est l'infrastructure routière. Donc là, on a un monopole radical. Je crois qu'avec le numérique, on est en train de vivre l'arrivée dans un monopole radical, qui est aujourd'hui, je veux voir un film, à la fois à cause des imaginaires et des infrastructures,
bien, le fait de le voir en streaming sur mon ordinateur à 1 ou 2, ce qui est une façon parmi tant d'autres de regarder un film, devient la seule façon réellement à laquelle j'ai accès, encore une fois, à cause d'infrastructures, et enfin du développement des infrastructures et de l'imaginaire. Ivan Illich. Du coup, je vois que par rapport à tout ce que vous avez dit, quand on parle de sobriété, vous avez parlé de choix, vous avez parlé de priorisation, vous avez parlé de limites, ou à l'inverse, tu as parlé de, Fanny, de monopole radical de certaines infrastructures ou de certains choix. Est-ce que la solution, justement, pour pouvoir atteindre une certaine sobriété numérique, ce serait d'être capable de dénumériser certaines choses ou d'enlever certaines alternatives numériques pour refavoriser les alternatives physiques ou enfin voilà, en tout cas de pouvoir plus facilement en tout cas se déplacer le curseur entre les options numériques et les options numériques. Qu'en pensez-vous? L'un de vous veut-il répondre? Paul, je te laisse la parole. Ouais. Alors effectivement, la tentation est grande de dire la probabilité d'un effondrement civilisationnel, on va se retrouver sans technologie, alors que bon, quand même. La question à se poser, ce serait plutôt quel est le meilleur usage qu'on peut faire maintenant que c'est là, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est vrai que l'enquête que je mentionnais a besoin de documentation. Il faut documenter, et ça, c'est quelque chose qui a déjà une dimension politique, en réalité. Même le fait de cartographier un territoire pour comprendre de quoi on dépend au quotidien, rien que de comprendre dans quoi on est inscrit en tant que citoyen, en tant qu'habitant, c'est déjà pas une mince affaire, et le numérique a un rôle à jouer là-dedans aussi. Effectivement, la question, c'est comment on le fait pas tout seul dans son coin. Encore une fois, c'est pour ça que j'avais commencé à parler de commun négatif, et c'est bon, j'aurais peut-être pas le temps de développer énormément, mais l'idée, c'est que là où les communs, c'est un triptyque en fait. Il y a une ressource, une communauté qui définit ses manières de gérer, de gouvernance autour de cette ressource. Là où le commun négatif apporte quelque chose de très intéressant, c'est qu'il cherche à caractériser que ce qui est un commun, ça peut être aussi une pratique, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel, et bien peut avoir une valence négative. Alors on pense aux ruines, aux pollutions nucléaires ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas que ce qui est ruiné en fait. Le commun négatif peut permettre de penser quelque chose qui n'est pas durable finalement. Et le numérique correspondrait à ça, c'est-à-dire on hérite de cette infrastructure, on hérite de tous ces systèmes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans nos mains pour essayer de changer, de rediriger finalement ce monde qui n'est pas viable en fait, qui n'est pas durable. Moi je pense qu'il n'y a pas de position absolutiste à avoir. On parlait d'Illich, mais je pense aussi à Razmig Köchian qui avait écrit quelque chose sur les ça rejoint la réflexion sur les low-tech en fait. Il faut questionner les besoins, mais il n'y a pas de posture absolutiste à avoir. Je pense que c'est une question qui est nécessairement démocratique et qui implique nécessairement une repolitisation un petit peu. Bruno Latour parle de classe géosociale. Enfin, l'idée c'est quand même de ne pas reproduire finalement les schémas du passé qui ont conduit à la situation actuelle. Et une des composantes de ces choses qui ont conduit à la situation actuelle, c'est le manque d'implication. C'est l'attentisme quelque part aussi. On attend une solution qui tombe comme ça tout de suite. Enfin, je pense qu'il faut revoir en fait l'anthropocène, c'est une crise du sens aussi. On n'a pas 50 manières de prendre le problème à la racine en fait. Il faut vraiment réinterroger nos rapports au monde. C'est un travail de longue haleine quoi. Un complément, et je vais parler d'un sujet complètement différent. J'avais envie de répondre non, et puis après j'ai réfléchi un peu, et en fait j'ai un truc où j'ai envie de dire oui. Sur la plupart, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il y a quand même un truc où quand même j'ai envie de le dire, c'est que plus des 2 tiers de l'impact, et là on est sur les enjeux écologiques, donc plus des 2 tiers de l'impact écologique d'un usager du numérique, elle se fait à travers le terminal qu'on utilise. Donc c'est le téléphone, l'ordinateur en gros, quoi, le terminal personnel, celui qui a l'écran. Et du coup, la réponse sur ce sujet-là, vu que la part de l'impact est si importante sur la partie physique du terminal,
j'ai envie de répondre que oui, il faut prendre soin de son matériel et le conserver plus longtemps. Et c'est pas un très gros sacrifice. Mais comme c'est la plus grosse partie de l'impact, c'est important de le conscientiser et il y a des actions qui peuvent être menées qui permettent de le faire. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est pas que de l'impact carbone, hein, on l'a dit en préambule, c'est tous les autres impacts qu'il y a à la fois sur les matières et à la fois sur l'homme dans des pays qui sont très souvent des pays en développement ou plus pauvres que le nôtre. Donc sur le côté matériel, il y a l'attente de se dire qu'on est dans une société où on peut changer de téléphone tous les 12 mois ou racheter un nouveau portable dès qu'il y a la nouvelle génération de Windows ou je sais pas quoi, ça doit changer et je pense que ça va changer de toute façon puisqu'il y a c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat qui a commencé à mettre en place des recommandations, c'était cette année, dans l'année dernière même, autour de ces sujets-là pour rendre certaines choses obligatoires. Voilà. On parle de l'empreinte du numérique, mais en fait, il faudrait parler de l'empreinte des numériques. Parce qu'en fait, depuis le début, on n'a pas parlé de... J'ai l'impression qu'on parle du numérique au sens large, quelque chose de mondial, et le numérique, ce serait la même chose, qu'on soit en Europe, en Afrique, en Asie. Et avant de partir sur les solutions, mais c'est déjà quels sont les différents types de numérique. Aujourd'hui, la grande part de l'empreinte du numérique, c'est aussi les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, alors je ne sais pas, désolé si vous en faites dans cette salle, mais voilà, la crypto-monnaie, c'est une élite. C'est pas monsieur et madame Michu qui fait de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un des impacts les plus énormes en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de matière, parce qu'il faut des serveurs, il faut des data centers qui fassent tourner le machin. Le numérique, les téléphones portables, tel que tu disais, renouvellement tous les 2-3 ans en Europe, c'est pas du tout la même chose, notamment en Afrique, où c'est plutôt des anciens téléphones plutôt bas de gamme, plutôt d'occasion d'ailleurs. Le numérique, peut-être dans certains pays, il n'y en a pas en fait. Ils n'ont pas accès à Internet, ou l'accès à Internet est simplement via des anciens téléphones où il n'y a pas Internet, où il y a juste le SMS, où ils font des transactions bancaires, notamment en Afrique, grâce au SMS. Donc, c'est différents types de numérique, c'est différents types de navigation web. Tout ça pour... là où je voulais aboutir, c'est que les questionnements qu'on a sur l'empreinte du numérique, c'est un problème de riches. Désolé de vous le dire, on est dans un pays riche, nous sommes riches, et c'est un problème de riches, l'empreinte du numérique, parce que globalement, l'empreinte du numérique aujourd'hui, c'est généré par nous, les Occidentaux, les pays riches. On ne va pas aller dire à un habitant du Bangladesh ou un habitant du Togo que son empreinte du numérique, attention, il faut que tu fasses attention. C'est vraiment nous, Occidentaux, de réfléchir à ça, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et de réfléchir à ce grand gaspillage. Et effectivement, sur les solutions, peut-être que ce qu'on est en train de mettre en place, à la fois sur le périmètre État, à la fois peut-être chez Télécom, sur la sobriété numérique, c'est peut-être du sparadrap, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas dans le futur comment on va faire du numérique, notamment le numérique pour nous, les Occidentaux, les pays riches, parce que voilà, on arrive aux limites planétaires, on ne sait pas comment dépasser ces limites planétaires. Plus on extrait de matière, plus on pollue, et plus on a besoin de numérique, plus on a besoin d'extraction de matière, et on n'a pas aujourd'hui de solution à ça. Désolé, je suis un peu pessimiste là-dessus. Alors je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Dire que le numérique c'est un problème de riches, alors qui est généré par les riches, ça c'est sûr, mais c'est les pauvres qui en payent la plupart des pots cassés. Puisque voilà, la France est signataire de la Convention de Bâle, et néanmoins on estime, alors c'est très difficile à estimer, mais on estime qu'à peu près 80% des D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, se retrouvent dans les pays des Suds, sous couvert de transfert et de bridge, de digital gap,
de combler le fossé numérique, on exporte tous nos déchets. Je voulais revenir juste un instant sur la notion de commun. Donc là, je prends ma casquette d'économiste. Donc la notion de commun, ça vient d'Elinor Ostrom, première femme à avoir remporté le Nobel d'économie. Et en deux mots, je ne vais pas du tout vous faire un cours sur Ostrom, rassurez-vous, mais en deux mots, il y a deux choses qui caractérisent les communs normalement. Ce sont des biens non rivaux et à exclusion limitée. Or, il me semble qu'aujourd'hui, avec le numérique, on est en train... ces deux définitions, ces deux critères sont en train d'évoluer complètement. Pourquoi ? Parce que d'une part, on développe au sein du numérique les biens de club. Netflix, c'est pas un commun, c'est un bien de club, d'accord ? Donc c'est un bien qui exclut. Et ensuite, dire que ce sont des biens non rivaux, ce qui est quand même une caractéristique essentielle du commun, eh bien, c'est complètement faire l'impasse sur les impacts environnementaux. À partir du moment où on prend sérieusement en compte les impacts environnementaux du numérique, ça devient très difficile de dire que c'est un bien commun parce que, eh bien, les impacts de mon usage font que quelqu'un d'autre ne pourra pas avoir le même usage. Voilà. Donc peut-être que on peut parler de commun négatif, bien sûr. On peut aussi, et ça c'est une question notamment quand on parle de la gestion des déchets, par exemple, est-ce que le déchet électronique, est-ce que c'est un bien privé ou est-ce que c'est un mal commun ? Et ça peut être une façon de repenser le problème. Juste pour répondre, en fait on est d'accord. Quand je disais que c'est un problème de riches, c'est parce que c'est nous qui le générons. Mais oui, tout à fait, il y a quand même des actions effectivement à faire, notamment sur les D3E. Sur la production, il y a des efforts à faire en termes de traçabilité. Aujourd'hui, en fait, l'extraction minière, c'est l'industrie la plus polluante du monde. Et il y a très très peu de réglementation parce que c'est ailleurs, en fait. C'est dans des pays peu regardants ou c'est parce que c'est géré par des milices, il y a de l'esclavagisme. Donc, améliorer la traçabilité. Et là, ça passe par, notamment au niveau de l'Europe, d'améliorer les choses en termes de réglementaire. Sur les D3E, c'est le même problème, finalement. C'est le début et la fin, et nous, on est au milieu. Et la fin, donc, c'est les D3E. Et vraiment, aujourd'hui, effectivement, on exporte énormément de D3E. En France, on est quand même exemplaire sur le sujet. On est entre 40 et 60% de déchets électroniques traités en France. Mais globalement, déjà sur l'échelle de l'Europe, on pourrait déjà améliorer les choses en ayant des contraintes plus exigeantes. Ça me brûle les lèvres, du coup je le mentionne quand même parce qu'il y a du positif aussi, c'est l'apparition de l'indice de réparabilité sur les équipements. On ne l'a pas mentionné, donc même c'est derrière ça, je pense que c'était ça qu'on avait en tête, mais la mise en place de cet indice de réparabilité, aujourd'hui, il influence, mine de rien, même si c'est en France aujourd'hui, il influence des entreprises, je vais les citer, comme les GAFAM, parce qu'elles sont en train de regarder ça et elles voient que les consommateurs se mettent à regarder ça un petit peu. Maintenant qu'on revient sur la première question, maintenant qu'on mesure la réparabilité, peut-être que ma batterie, il va falloir que je fasse en sorte qu'elle ne soit pas collée et que ce soit un peu plus facile de la changer. Peut-être que les stocks d'écran, il va falloir que je continue sur une durée de 5 ans, 10 ans à les rendre disponibles pour que quelqu'un qui fait tomber son téléphone, ça arrive à tout le monde, et puisse quand même continuer à l'utiliser. Donc, c'est important, c'est aussi du positif. Les mentalités autour de ça, c'est que le début, mais des boîtes comme Apple qui font des écosystèmes ultra fermés et des téléphones littéralement impossibles à démonter. Moi, j'ai essayé de démonter, je ne suis pas très manuel, mais j'ai essayé, c'est impossible si on n'est pas un petit peu, si on n'a pas le bon matos, etc. Ils regardent ça de très près. Donc ça, c'est du positif, sachant qu'il faut pousser ça à toutes les échelles. C'est cette idée de réparabilité, parce que c'est aussi une source d'emploi non délocalisable. Si on commence à réparer nos appareils localement, les choses voyagent moins, ça réduit la quantité de déchets, ça répond quand même à beaucoup des choses qu'on a mentionnées depuis ce matin. Voilà. Juste un mot par rapport à ça, on sera peut-être contraint... Très vite, après il faut que je passe à la suite. Sinon, pour aussi laisser un peu de temps pour les questions-réponses à la fin. Oui. Mais vas-y, très vite. Très par rapport à la réparation, on sera peut-être contraint à la réparation parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans une phase de pénurie de semi-conducteurs et d'équipements informatiques en tout genre, en fait. On ne sait pas si on aura des jouets à Noël, tout ça. Aujourd'hui, il y a des usines de bagnoles qui sont à l'arrêt à cause de ça.
On a des retours de terrain de la part d'organisations, de très grandes organisations françaises qui sont en train de réparer leurs serveurs parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'acheter du neuf. En fait, il n'y a plus de disponibilité, il n'y a plus de stock. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose, la période qu'on vit là. On va peut-être promouvoir la réparation, l'allongement de durée de vie des équipements. Pas de problème. Par rapport à tout ce qui vient de se dire, on a des problèmes de transparence, de traçabilité. On voit que la pollution, les impacts sont générés dans les pays occidentaux, mais que c'est plutôt les pays du Sud qui vont en faire les frais. Ce dont on se rend compte, c'est que donc la numérisation du monde va de pair avec la mondialisation de nos échanges, de nos économies, de nos modes de vie. Et justement, aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu enfermé dans un gigantesque système très complexe. Et aujourd'hui, on est à numérique en commun et justement, c'est la question des territoires qui est très importante pour nous. Comment les territoires locaux peuvent-ils reprendre la main justement sur ces politiques du numérique, sur ces systèmes du numérique? Est-ce qu'on peut en quelque sorte reterritorialiser la question du numérique et réancrer justement ces politiques numériques dans les territoires locaux? Et à ce sujet, j'ai juste un exemple dont je voulais parler, c'est le cas de Amsterdam il y a 2 ans, qui s'est rendu compte qu'il normalement devait être sujet à l'installation de nouveaux data centers et qui s'est rendu compte avec l'installation de ces data centers que ça allait trop lui coûter. En tout cas, il n'allait pas pouvoir réussir ça allait trop lui coûter en termes d'approvisionnement énergétique. Ça allait lui prendre trop de bandes passantes électriques par rapport au reste des acteurs présents sur son territoire, notamment les hôpitaux, et qui du coup a été l'une des premières villes au monde à mettre un moratoire et à stopper pour une durée temporaire, mais en tout cas à stopper le projet d'installation de ces data centers parce qu'ils se sont rendus compte que politiquement et logistiquement et techniquement parlant, ils ne pouvaient pas en fait, malgré les opportunités que ça pouvait créer, mais ils ne pouvaient pas physiquement en fait accepter l'installation de ces data centers. Donc voilà, Amsterdam n'est qu'un exemple, mais est-ce que cet exemple peut être suivi? Est-ce que vous en avez d'autres? Voilà, peut-on vraiment, comment les villes peuvent reprendre la main sur ces sujets-là? Désolée, ma question était très longue. Oui, Paul, je te laisse la parole, vas-y. Oui, alors je vais être un peu bref, mais c'est dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est bien d'avoir une conscientisation sur les impacts, et c'est bien qu'il y ait carrément des renoncements comme ça, parce qu'effectivement, un data center, un hyperscaler, ces grands centres de données, quand ils s'installent, ils ont une puissance réservée sur un territoire. Et ils veulent une garantie parce que ce qu'il y a derrière, c'est on veut être en ligne 99,99999% du temps. Et ça, c'est une belle chose à remettre en question. Est-ce qu'on a besoin que les sites internet tournent H24 tout le temps? Est-ce qu'on ne peut pas concevoir comme le site Low-Tech Magazine Solar, là, qui dit de temps en temps, ce site est hors ligne parce qu'il n'y a pas assez d'énergie solaire qui arrive? Est-ce que c'est si grave si en mode dégradé, on a accès par exemple, partiellement à certains services aux heures de pointe, on le ferme parce qu'il y a trop de pression sur l'énergie, des imaginaires comme ça. Et ça, effectivement, ça suppose une délibération collective. Est-ce qu'on a déjà posé la question à qui que ce soit sur la manière dont les smartphones qu'on utilise existent, sont obsolètes très rapidement? Et puis, il faut aussi... j'ai été un peu vite tout à l'heure sur cette question de la redescente, on va dire, en technologie qui peut être associée à un retour au Minitel ou je sais pas quoi. En fait, si on commence à se poser la question sérieusement de ce que serait un smartphone qui dure au moins 15 ans, mais on est très très loin d'un Minitel ou d'un retour en arrière. C'est au contraire, c'est plus que de la haute technologie, quoi. Il faudrait inventer un nouveau terme, je sais pas, milieu-tech. Enfin, Victor Petit parlait un petit peu en ces termes, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le défi qui est posé va susciter de nouveaux imaginaires. On n'est plus dans une situation quand même où on n'a plus d'alternative, où on est obligé de suivre tout le temps cette injonction à la croissance, à la sophistication, à l'innovation, qui suppose toujours plus. Peut-être que le vrai moyen de dépasser ce que c'est que cette innovation, c'est un autre type d'innovation peut-être, qui serait celle, par exemple, en éco-concevant un site internet qui explose tous les scores de performance, qui est vraiment qui est servi uniformément
aussi bien à l'utilisateur qui va avoir un réseau 3G de mauvaise qualité sur son smartphone vieux, qui ne sera pas pénalisé, parce que son site internet ne fait pas 10 mégas à charger, etc. Et puis évidemment le hardware. Mais c'est une question un peu subtile, parce que quand même, il y a des économies d'échelle très importantes sur la nature même de la façon dont les ressources sont allouées dans un data center. C'est-à-dire que si tout le monde faisait la même chose que Low-Tech Magazine, eh ben, on aurait probablement au final un impact encore plus important. Il y a des économies d'échelle, il y a des questions à se poser collectivement, encore une fois. Voilà. Pour compléter, tu disais s'il y avait d'autres exemples. Effectivement, par rapport au data center, il y a les habitants d'un quartier d'Aubervilliers, donc une ville proche de Paris, qui se sont rebellés contre l'installation d'un data center parce que voilà, ça faisait des nuisances sonores visuellement et puis forcément ça a un impact en termes de consommation d'eau et d'énergie. Par rapport au territoire, je vais prendre un exemple qui est issu des solutions que propose Philippe Biwix, l'auteur de l'âge des low-tech. J'aime beaucoup cette solution, c'est d'avoir des lieux de réparation dans chaque commune, dans chaque ville, et que ça soit pas un commerce en fait, que ça soit une association, que ça soit un tiers-lieu qui aide à réparer nos équipements informatiques, nos smartphones, et aussi d'aller au-delà juste de la réparation, mais aussi de former à la réparation. Voilà. Fanny, j'ai l'impression que tu avais des choses à rajouter. Bien sûr, vas-y. Oui, alors les data centers, bien sûr, c'est important. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est à peu près 15% de l'impact environnemental global du numérique. Donc c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Sur la question des territoires et de quel est le rôle des territoires, je voudrais vous parler d'une expérience. Il se trouve que j'ai travaillé à un moment en collaboration avec Solvay, le géant de la chimie, dans le cadre d'une recherche postdoctorale sur les obstacles non techniques au recyclage des métaux critiques. Et à l'époque où j'ai commencé cette recherche, il y avait 2 usines en France, 2 usines de Solvay qui faisaient du recyclage de terres rares. Une à La Rochelle et une à Saint-Fond, à côté de Lyon, dans la vallée de la chimie. Je suis allé visiter ces 2 usines. C'était en 2013-2014. Et donc Solvay était le leader européen dans le savoir-faire techniquement du recyclage des terres rares. Il y a eu différentes idées de partenariat qui ont été évoquées, mais au final, rien n'a fonctionné. Et donc l'usine de Saint-Fond a fermé. L'usine de Saint-Fond était la seule usine en Europe à faire le recyclage des terres rares qui sont contenues dans les ampoules basse consommation. Qu'est-ce que ça veut dire quand une usine comme ça ferme sur le territoire ? Ça veut dire qu'on perd le savoir-faire. Au bout de 2 ans, il n'y a plus personne qui sait faire. Ils sont allés bosser ailleurs, les salariés. Okay, donc on perd les compétences. Et aujourd'hui, nous sommes, alors le territoire rhône-alpin, mais j'habite à Lyon, le territoire rhône-alpin, mais également au niveau de l'Union européenne, nous sommes entièrement dépendants, en gros, de la Chine pour non seulement l'approvisionnement, la souveraineté de ces métaux. Et j'ajoute un deuxième point là-dessus. Pour moi, il y a un vrai problème de souveraineté métallique en Europe. C'est un problème dont on parle très très peu. Moi, j'en entends très peu souvent parler dans les médias. Macron en a parlé récemment, mais ça, voilà. La France a décidé de solder son stock de métaux stratégiques il y a quelques années. Voilà, alors c'est pas... Simplement, je pense que ce serait bien d'en discuter parce qu'une vraie démocratie numérique, je pense, nécessite un stock de métaux stratégiques, de métaux critiques. Merci beaucoup, Fanny. Malheureusement, j'avais encore 2 questions, notamment une spécifiquement pour toi, Pierre, mais peut-être que le public ici présent va te les poser. On va se prendre un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez échanger justement avec nos invités. Et voilà, donc on a à peu près 10 minutes, un quart d'heure devant nous. Et je sais que Madame Dufond, là-bas, elle m'a fait plusieurs signes pendant tout le long, donc je tiens à lui donner la parole en premier. Ok. Alors j'ai une question. En fait, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'éléphant dans la salle. On a mentionné très rapidement... on a mentionné justement en admettant que c'était presque un gros mot quand on a dit le mot GAFAM. Quand on parle d'impact écologique, pour moi, il y a 2 manières de se poser la question. C'est comment est-ce que nos usages du numérique peuvent être plus responsables, mais aussi comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut influencer des décisions qui ne sont pas prises par nous aujourd'hui.
et comment est-ce qu'on peut se réapproprier un débat et des décisions qui doivent être démocratiques et qui ne le sont absolument pas aujourd'hui. Un gros sujet qui pour moi est emblématique de ces questions, c'est par exemple la 5G. J'ai pris la conférence en cours de route, mais je ne sais pas si on en a parlé. Pour moi, c'est une aberration écologique. C'est absolument pas remis en question et c'est pour des intérêts économiques et des lobbies et des industries du numérique qu'on connaît tous. Donc j'ai un peu la sensation qu'on a beaucoup parlé des palliatifs, d'un pan réactif et de sensibilisation, de transformation des imaginaires. Bien sûr que c'est important, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'un peu de radicalité en réponse à ces monopoles radicaux. J'ai beaucoup aimé cette notion que vous avez évoquée, mademoiselle. Je me souviens plus de la référence de la personne qui en parle. Mais voilà, je pense qu'il y a une réflexion à porter sur notre radicalité dans les usages, dans les moyens d'expression, dans les moyens de décision. Et voilà, j'ai envie d'amener la discussion sur ces sujets. Merci. Alors, faut-il être plus radicaux et surtout comment amener cette radicalité? On va essayer d'avoir des réponses courtes. Ouais, j'essaie d'être court, mais enfin, c'est quand même une question là énorme. Donc, c'est au cœur du projet de Télécope déjà. Je le dis parce qu'on ne crée pas une société coopérative d'intérêt collectif en intégrant des parties prenantes qui n'ont pas l'habitude d'être impliquées dans ce type de projet-là pour rien. C'est pour créer de la démocratie, c'est pour créer une nouvelle voie dans un secteur où il y a en gros la voix des très gros opérateurs, la voix des associations aussi quand même qui existent et qui portent un plaidoyer, mais une entreprise coopérative dont les abonnés au service sont sociétaires et du coup donne une légitimité beaucoup plus forte à l'expression de la voix qui en ressort, c'est quand même hyper important. Et ça répond en partie à cette question-là. Sur la 5G notamment, on est aujourd'hui pris au sérieux, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'on est tout petit quand même, faut le dire. On est consulté au même titre des plus gros opérateurs par l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation qui alloue les fréquences de la 5G en France. Et du coup, une façon de faire ça, c'est de rejoindre par exemple Télécope sur les causes que porte Télécope, et pour que ce soit plus facile de comprendre dans le détail la vision qui est portée à ce niveau-là, on a publié, on a co-construit et co-rédigé avec des citoyens sociétaires de Télécope un livret action, on appelle ça, un livret plaidoyer qui fait une 50aine de pages et que vous pouvez aller télécharger sur notre site internet. Il y a 13 axes de travail dessus, dont la sobriété numérique, dont l'empreinte écologique, mais il n'y a pas que ça, il y a des éléments sociaux, des éléments aussi de démocratie, des éléments de comment est-ce qu'on valorise l'usage d'outils numériques libres dans la société, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure ce matin, donc voilà, moi c'est ça que je peux proposer au niveau de notre action, voilà. Pour une réponse courte et un tout petit peu d'autopromotion, même si je suis très très mauvaise pour ça, j'ai pas amené de flyer, j'ai rien amené. J'ai coécrit il y a 2 ans un ouvrage qui s'appelle Quelle éthique pour l'ingénieur, dans lequel il y a notamment une partie assez importante sur les enjeux de démocratie technique, sur les enjeux d'éthique de l'ingénieur dans les technologies émergentes, etc. Mon éditrice va me tuer, mais il est intégralement téléchargeable en ligne légalement sur le site de l'éditeur en PDF. Quelle éthique pour l'ingénieur. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire, vous pouvez juste aller lire la partie sur la démocratie technique. Une autre question ? Oui, bonjour à tous, c'est Emmanuel Roux, le Chaudron, le chaudron.io. Je voulais revenir, très, très intéressant d'abord et merci pour cette table ronde. Je voulais quand même revenir sur un point qui me semble absolument essentiel et qui n'a pas été prononcé, qui est le point, entre autres, de l'architecture d'Internet. Et particulièrement, vous avez parlé imaginaire, vous avez parlé infrastructure, mais le mot politique n'a pas été prononcé. Si aujourd'hui on regarde nos films en streaming sur nos ordinateurs et que c'est une hérésie énergétique, pour le coup, c'est aussi parce qu'on a accepté la loi Hadopi il y a des années et qu'on a refusé de faire en sorte que la culture soit un bien en libre circulation, comme l'est le capital, si je peux me permettre. Donc je crois qu'il y a réellement des enjeux de décentralisation, de distribution, de réseaux distribués, d'architecture, de choix politiques. Vous venez de le dire, votre livre est téléchargeable de manière légale,
il aurait pu être téléchargeable tout court si on avait suivi la voie d'Ivan Illich, dont je suis fan aussi, et qu'on avait suivi ses recommandations de mettre des magnétophones dans tous les villages pour distribuer le savoir. Donc je voulais simplement remanifester peut-être, parce que peut-être je fais aussi partie des plus anciennes, excusez-moi, mais qu'il y a quand même des choix politiques à la naissance d'Internet qui ont été faits, de le mettre au service d'une société capitalistique et industrielle, et que c'est ça que nous payons aujourd'hui, mais qu'il y a d'autres choix possibles, à condition de s'investir politiquement et d'en faire une chose politique au sens noble du terme. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, moi, oui, monsieur. Bonjour, Alexandre Bigoverdi, Pop Café. Alors, j'avais deux sujets, peut-être un cliché sur typiquement les crypto-monnaies qui seraient que pour des élites. Nous, on fait de la médiation numérique dans les quartiers populaires. Et en fait, c'est un vrai sujet pour les gens des quartiers populaires parce que c'est une promesse d'argent facile pour eux. Et en fait, ce truc, c'est en train de prendre énormément d'ampleur. Et on a besoin aussi d'être capable d'en parler aux gens parce que il y a des choses qui se passent dans les quartiers populaires avec les crypto-monnaies. Donc, pas sûr que ces sujets-là soient tant pour une élite que ça. Et deuxièmement, la question que je me pose en fait, c'est comment on fait des liens entre tout ce que vous venez de dire et les acteurs de la médiation numérique qui sont sur le terrain, qui sont avec les gens, parce qu'en fait on parle d'imaginaire, mais tout ce qu'on vient de dire là, c'est imbitable pour les gens qui viennent au café tous les jours avec leur smartphone parce qu'il est cassé et qu'ils ont besoin qu'on leur file un coup de main, quoi. Donc c'est quoi quelles sont les alliances concrètement entre, alors d'une part les penseurs, mais aussi les opérateurs, Télécoop, c'est super intéressant. Je pense que les médiateurs numériques devraient être en posture de prescripteurs pour des solutions comme Télécoop, comme CoopCycle, comme toutes les alternatives coopératives aux grandes plateformes, etc. Mais aujourd'hui, les médiateurs, ils savent pas que ça existe en fait. Là aujourd'hui, on est quand même une cinquantaine dans la salle, mais je pense que sur les milliers de médiateurs numériques qu'il y a en France, même les conseillers numériques France Service qu'il y a, combien connaissent l'existence de Télécoop? Et donc, quelles sont les alliances objectives à faire pour que les médiateurs soient prescripteurs de ça et participent de la création de cet imaginaire qui est nécessaire? Parce que concrètement, les gens qui viennent au café, ils s'en foutent de l'impact écologique du numérique. Leur sujet, c'est que ça marche, c'est d'avoir accès aux mêmes opportunités que les autres, quoi. Donc, en fait, si on n'arrive pas à convaincre ces gens-là, on va se convaincre à nous, à 5% de la population, et on aura zéro impact, quoi. Je me permets juste de rebondir parce que ça concernait l'une des questions que je voulais te poser après, c'est que justement pour des acteurs comme Télécoop, tout le monde disait qu'il n'est pas connu et comment on peut faire des médiateurs numériques, des prescripteurs. Moi, je vais juste rajouter à ça, comment justement est-ce que vous êtes face à des grands acteurs du numérique, que ce soit les gros opérateurs ou même les GAFAM, comment les territoires ou les collectivités ou même politiquement on peut valoriser et aider à la généralisation de ce type de service et qui passera justement par des prescripteurs pour venir l'amener au plus proche du grand public et pas simplement les gens aujourd'hui, j'imagine, qui sont sensibilisés justement et éduqués aux problématiques écologiques. Voilà. On a créé Télécoop en avril 2020. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'espère que c'est ça qu'on va réussir à faire là aujourd'hui et demain, quoi. Mais vraiment, comment est-ce que cet outil qu'on a créé maintenant, et c'est un outil, je le redis, c'est d'intérêt collectif. Donc je l'amène ici et je le mets là ici aujourd'hui devant vous. Comment est-ce qu'on arrive à faire un truc grâce à ça? Si je connais pas suffisamment votre métier, mais en parlant ensemble, si grâce à Télécoop on peut faire avancer le schmilblick, faisons-le. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai pas la réponse, mais il y avait une question du monsieur là-bas. Il y a Paul qui voulait se... Ah, pardon, excuse-moi Paul, vas-y. Oui, c'était peut-être pour donner une suite à la première question sur la dimension politique. Alors, je n'ai pas précisé dans les communs négatifs, c'est évidemment éminemment politique. Mais la première difficulté pour moi à laquelle on est confronté sur ce type de questions très très complexes, effectivement, c'est la dimension humaine qu'on oublie souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait échouer souvent des initiatives locales? C'est parfois des conflits entre les personnes, des histoires qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il y a un poids assez important de la réussite de ce genre d'initiatives qui vont amener sur le terrain, pour les gens qui n'ont pas forcément de connaissances, parce qu'il y a des initiatives, hein, et puis il y en aura probablement de plus en plus, à mesure que les problèmes vont apparaître de manière de plus en plus saillante, ce n'est pas les initiatives qui manquent. Par contre, c'est comment on dépasse cette espèce j'allais dire une posture perdante,
qui consiste à dire, de toute façon, les géants imposent et on ne peut rien faire, quoi. On n'a pas la main dessus, c'est des choses qui nous dépassent. Et en réalité, voilà, on peut s'inspirer de choses comme le community organizing. On peut aussi déclencher, alors le Origins Media Lab travaille sur un protocole qui implique des collectivités locales, des organisations, des experts, des citoyens. L'idée, c'est, encore une fois, je vais un peu faire de l'ardite, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour moi, c'est une piste, une manière d'aborder cette dimension éminemment politique, évidemment. On va prendre une dernière question et après on va vous libérer pour que vous puissiez aller déjeuner. Donc une question courte si possible et on essaiera d'y répondre de manière courte. Non, c'est une question qui va être très courte parce que en fait, là, je voulais quasiment dire la même chose que ce qui a été dit précédemment. Insister sur le fait que là, on a 4000 conseillers numériques France Service qui sont sur le territoire. Je ne sais pas comment on peut faire pour intégrer dans leur formation et je pense que ce n'est pas le cas. La formation qu'ils suivent actuellement n'intègre, il me semble, pas d'éléments de sensibilisation sur ce sujet. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut intégrer cette dimension dans leur formation pour qu'ils puissent effectivement causer. Vous avez une approche, vous évoquez un sujet très politique et vous avez raison. Il y a aussi le terrain et c'est une force de frappe considérable. Je pense qu'il faut vraiment en profiter. Alors, je ne sais pas comment on peut construire globalement aussi cette proposition, ce programme de sensibilisation qui puisse être repris, vulgarisé. Il y a des éléments qui ont été donnés. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus assez rapidement. Voilà, c'est tout. Pour répondre à ce sujet, du coup, je vous invite, il y a Jean-Christophe Chaussat de l'Institut du numérique responsable, je ne veux pas le dénoncer, il est là-bas. Donc l'Institut du numérique responsable avec qui on travaille a construit avec le financement de l'ADEME, il me semble, un MOOC sur le numérique responsable. Il y a un MOOC de 30 minutes. Voilà, c'est juste le premier niveau de sensibilisation et puis un MOOC de 4 heures, il me semble. Tout est gratuit, tout est en licence ouverte. Donc c'est peut-être un premier pas, donc je vous invite à en discuter. Après nous, peut-être au niveau de l'État, voilà, on a des sujets de sensibilisation, de formation, on a des échanges notamment avec PIX sur le sujet. Donc effectivement, il faut qu'on avance dans le bon sens. Du coup, nous allons devoir nous arrêter là. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Merci beaucoup pour toutes les réflexions très intéressantes qu'ils nous ont partagées aujourd'hui. Merci à vous pour votre écoute et votre patience.